Bonjour à toutes et tous, j'espère que votre week-end a été très reposant et que vous avez à peu près les yeux en face des trous pour commencer cette nouvelle semaine. En tout cas, vous pouvez la mettre en route tout en douceur avec DAF Café, car comme chaque matin, je vais vous présenter les nouvelles actus à retenir autour du développement et de ces derniers jours. Il y aura pour ça un très gros volet autour d'Android, un peu d'HarmonyOS ou encore de la France qui fait un peu n'importe quoi avec la future 4K sur la TNT. Mais avant ça, pour rappel, jusqu'à mercredi, on organise avec MWM un concours sur Twitter où vous pouvez gagner 2 tickets pour la conférence Android Makers. Pour rappel, juste un seul ticket, ça vaut 420€, donc autant y participer. Et pour ça, tout simplement, le lien vers le tweet pour y participer, parce que c'est un concours sur Twitter, il est en commentaire épinglé. Allez, je vous propose de ne pas perdre plus de temps, et on va lancer tout de suite votre mini JT. Pour commencer, on va revenir au tout premier épisode de Dev Café où je vous avais expliqué que JetBrains avait officiellement demandé de ne plus utiliser la mascotte de Kotlin. Plus précisément, elle avait été présentée en octobre 2021 et c'est donc en août de 2022 que suite au fait, et je traduis justement l'extrait, que certains ont exprimé leurs critiques et leur désapprobation, et en fait, tout simplement, il ne fallait plus l'utiliser. Et je vous laisse la regarder, et en fait, difficile d'y voir un quelconque biais ou alors problème. Et ce qui s'est passé, c'est que la semaine dernière, il y avait la Kotlin Conf, et juste avant de la clôturer, la nouvelle mascotte a été présentée. Alors déjà, elle s'appelle Cody, et je vous laisse planer un tout petit peu le suspense. Comment aura-t-elle changé ? Mis à part en fait qu'elle soit maintenant en 2D, j'y vois pas grande modification. Alors comme j'aime à le dire, c'est la même mais en différent, et ce qui est d'ailleurs assez notable, c'est qu'il n'y a eu aucun tweet, aucun blog post officiel qui a été publié. J'imaginais pas qu'une mascotte pouvait à ce point diviser. En tout cas, normalement, désormais, c'est enfin la bonne. Comme je vous l'ai indiqué en intro, on va enchaîner sur pas mal de sujets autour d'Android, et pour commencer, ce sera des chiffres. Mais avant de voir ceux pour Android, je vous propose ceux pour iOS, sachant qu'iOS 16 est sorti en septembre de l'année dernière, et Android 13 au mois d'août. Et chez Apple, au mois de février, donc 2023, iOS 16, ça représentait 81% du parc. Et Google vient de nous communiquer ceux pour Android en avril, il en ressort qu'Android 13 a 12% du marché, Android 12 16% et Android 11 23%. Ça veut donc dire que les 3 dernières versions des 3 dernières années, elles représentent à peine plus de la moitié du marché. C'est donc pour ça que supporter les anciennes versions aujourd'hui c'est vraiment fondamental. D'ailleurs j'ai oublié de le préciser mais ces chiffres viennent de l'App Store et du Google Play, ce qui élimine par exemple les téléphones dégooglés ou les tablettes d'Amazon par exemple. Ensuite, vendredi, j'avais très vite annoncé quelques découvertes sur la première bêta d'Android 14, et on va continuer avec quelques-unes supplémentaires, mais bon, je pense qu'après, on aura vraiment raclé les fonds de tiroir. Déjà, pour commencer, il est possible d'afficher aujourd'hui des notifications en plein écran, c'est assez rare, mais pour vous donner un exemple assez simple, quand vous mettez un réveil, l'application elle vient se mettre en plein écran pour vous permettre de l'arrêter. Et la petite nouveauté, c'est que sur la bêta d'Android 14, les utilisateurs y pourront ou non interdire aux applications d'émettre ce genre d'intent et donc d'afficher ce type d'écran. Sur l'aspect plutôt code, maintenant, Markel Murphy est allé voir dans les différences des API, mais je vous préviens d'avance, c'est pas une révolution. Pour commencer, et sur les suppressions, la classe JobInfo qui est utilisée par le Job Scheduler, elle a plus de méthode pour donner son type de data transfer. Pareil, côté Activity, il n'y a plus d'Override Pending Transition, mais un Override Activity Transition à la place. Dans les petits ajouts, dans les Network Capabilities, on peut maintenant savoir si le protocole Thread, ou plutôt même Matter, est supporté. Mais en plus intéressant, il y a plein de nouvelles API sur la capacité à reconnaître le texte écrit à la main. Et on imagine en fait que Google veut tout simplement copier ce que fait Apple avec l'iPad et le Pencil. Et on poursuit, et depuis la première Developer Preview, Google a indiqué que les Broadcast Receivers enregistrés dynamiquement, ils seront désormais dans une file d'attente si toutefois l'application elle est dans l'état mise en cache. Alors juste pour rappel, c'est lorsqu'une application elle est plus au premier plan et qu'elle peut à tout moment être garbage collectée. En revanche, pour les receivers qui eux sont enregistrés dans l'Android Manifest, il n'y a absolument rien qui va changer. Et bien dans l'autre sens, c'est-à-dire quand on envoie un broadcast, et c'est depuis la première bêta, on a désormais un default policy qui semble en fait pouvoir indiquer si on souhaite cibler tous les destinataires ou alors uniquement ceux qui sont actifs, c'est-à-dire ceux qui sont dans les tags pas de cache, en fait tout sauf ceux qui sont dans le cache. Et enfin, dernier élément potentiellement intéressant, c'est sur les intent filters où grâce à l'ajout d'un set extra, il sera possible de vérifier non seulement la présence d'une clé, mais aussi de vérifier la valeur qui est derrière. Alors bon, on pourra imaginer des nouveaux cas d'usage, mais ça reste quand même, je pense, pour une toute petite frange des applis. Voilà donc c'était tout pour cette première bêta, rendez-vous normalement le mois prochain, probablement à la Google I/O tout simplement, et il devrait normalement là aussi y avoir plein de nouveautés un peu plus intéressantes. Ensuite, Google a publié en fin de semaine dernière un article sur Chromium qui explique que les performances ont été optimisées sur la partie mobile.
Côté moteur, l'utilisation des méthodes toString sur les objets et du join sur les tableaux, elle serait plus rapide. Il y a aussi des améliorations sur l'interpolation des couleurs en CSS ou encore le inner HTML qui est encore plus rapide. On ajoute par-dessus des optimisations mémoire et tout ça c'est forcément bienvenu pour tout le monde, en fait autant pour nous les développeurs que pour les utilisateurs forcément. Et juste à la fin du blog, ils expliquent que désormais 2 binaires seront diffusés, l'actuel qui est optimisé pour la taille et qui est plutôt pour les terminaux d'entrée milieu de gamme on va dire, et un autre où la rapidité sera privilégiée, ce qui devrait être le cas par exemple sur les Galaxy S ou les Pixel. Dans la mesure où il s'agit de Chromium, normalement la WebView en bénéficiera aussi, tout comme Edge par exemple. Allez, c'était tout pour les infos sur Android, et avant de passer à la suite, je lance mon chrono pour la minute dédiée aux actus en bref. On commence par la rubrique Faits divers avec Bob Lee qui a été tué d'un coup de couteau à San Francisco et qui était par ailleurs le créateur de l'application Cash App ou avait encore participé au développement d'Android. On apprend qu'un suspect âgé de 38 ans a été arrêté, d'autant que les 2 hommes se sont retrouvés tous les 2 dans une voiture le jour de l'agression et qu'ils auraient eu, je cite, une confrontation. Sans aucune transition possible, Rovio, l'éditeur des jeux de la série des Angry Birds, devrait être racheté dans les prochains jours par Sega Sammy pour un montant d'1 milliard de dollars. Sur un sujet franco-français, Wellpack s'est associé à Greenly afin d'avoir des mesures de l'impact carbone des campagnes par SMS, mais un conseil personnel, n'en envoyez pas, vous nous ferez gagner du temps et ce sera écologique. Et enfin, vendredi, les législateurs de l'État du Montana ont approuvé un projet de loi visant à interdire TikTok à l'ensemble des utilisateurs et non plus uniquement aux membres du gouvernement. Si toutefois le gouverneur du Montana valide sa mise en place, dès le 1er janvier 2024, plus aucun habitant ne pourra utiliser le réseau social. Et enfin, la Free Software Foundation s'est insurgée contre le pouvoir que Google a pu avoir dans le coup d'arrêt de l'adoption du JPEG XL. Mais rappelons que l'arrêt date d'octobre 2022, autant dire que la priorité n'est peut-être pas si importante à la FSF. Pour reprendre, on reste sur l'aspect système d'exploitation et je vous embête probablement un tout petit peu trop avec ça, mais comme je vous le dis souvent, il faut toujours se méfier de Lockidor. Car en fait c'est au niveau d'HarmonyOS ou d'OpenHarmony parce que grosso modo c'est la même chose. Et juste pour rappel, le problème d'HarmonyOS c'est que c'est un peu comme Android, mais en bien plus compliqué. Car ça va cibler à peu près les mêmes devices, mais selon la plateforme ça peut reposer sur un système différent. Juste pour que vous compreniez, sur smartphone c'est Android, mais sur les objets connectés c'est une sorte de Linux. Donc en vrai quand on parle d'HarmonyOS, en réalité ça désigne pas forcément la même chose. Mais quoi qu'il en soit, aujourd'hui si on se limite au smartphone, il n'y a que Huawei qui en propose. Mais selon certaines rumeurs de blogueurs chinois, d'autres fabricants autres que Huawei pourraient rejoindre le projet. Et si on fait un raccourci, on pourrait penser que des fabricants vont lancer à leur tour leur premier téléphone sur HarmonyOS. Mais en réalité, et comme l'indique le site Huawei Central, l'idée serait plutôt de rejoindre cet énorme écosystème pour potentiellement sortir des téléphones, certes, mais plus probablement pour faire de l'IoT avec, car avec Huawei seul, il y aurait déjà plus de 250 millions de devices qui l'utiliseraient. Et d'ailleurs, chiffre que j'avais jamais vu mais qui est impressionnant, il y aurait 2 millions de développeurs sur l'écosystème HarmonyOS. Mais bon, là-dessus, il faut quand même faire attention, car par exemple, moi j'ai un compte chez eux, et c'est pas pour autant que j'ai fait une appli. Mais en tout cas, ça montre quand même une certaine curiosité. Et d'ailleurs, deuxième info autour d'HarmonyOS, c'est qu'à l'image d'Android Automotive, c'est-à-dire l'interface d'Android embarquée directement dans les voitures, eh bien ils sont aussi prêts à s'y mettre. Et contrairement à Android Automotive qui ne fait vraiment que de l'interface graphique, on pourrait imaginer qu'HarmonyOS ça puisse par exemple utiliser des capteurs pour par exemple gérer l'éclairage automatique des phares, et sachant qu'on sait que les constructeurs chinois y commencent petit à petit à taper la porte avec leur modèle en Europe, et bien comme je dis, attention, attention. Allez, on ressort maintenant de Chine pour évoquer les frameworks cross-platform avec 3 petites infos. Côté Flutter, et si vous utilisez Apprite, le SDK a été mis à jour pour supporter les transactions sur la base de données en mode hors ligne. C'est donc exactement la même chose qui existe déjà sur Firebase, mais attention, comme d'habitude, au potentiel conflit qu'il y aura lors du retour en ligne. Et la petite info cachée, c'est que sur les autres SDK des autres langages et autres frameworks, ils auront la fonctionnalité, mais prochainement. Côté .NET MAUI maintenant, le Community Toolkit qui rassemble plein de vues et autres joyeusetés faites par la communauté, il y a maintenant une Lazy View qui permet, comme son nom l'indique, de décaler l'initialisation si le chargement il est tout simplement pas critique. Et il y a également plein d'extensions autour de la gestion du clavier pour par exemple savoir s'il est visible ou non. Tout ça c'est disponible depuis la semaine dernière dans la version 5.1.0. Et pour finir, c'est sur React Native où j'ai découvert l'existence de Proto-Native qui vient là aussi de sortir. L'idée c'est que vous avez une application pour Windows et macOS et dessus c'est une sorte d'interface en no-code qui vous générera le JS correspondant. Pour ça, vous donnez vos composants, vous gérez l'état, bref, vous faites un peu tout ça là-dessus. Je vais pas trop m'attarder plus dessus, mais en tout cas si vous faites du React Native, vous devriez y jeter un œil.
Et pour terminer, on va s'intéresser à un cas bien français, à savoir la TNT, et là-dessus vous allez me dire que ça n'a rien à voir avec la thématique du développement, mais rassurez-vous si c'est bien toujours le cas. Pour vous expliquer, aujourd'hui la TNT encode le son en Dolby Digital Plus ou EAC3 et c'est un codec propriétaire. Et lorsque la TNT HD avait été lancée en 2008, ça avait posé pas mal de problèmes car plein de box ne le supportaient tout simplement pas parce qu'elles n'avaient pas payé la licence. Mais la bonne nouvelle c'est que depuis quelques années des décodeurs en open source existent et en fait il n'y a plus qu'à les intégrer. Mais sauf qu'il est maintenant question du passage de la TNT en 4K, et dans un appel d'offres de France Télé, on voit que la France aurait opté pour du Dolby AC4 pour l'audio. Et donc, vous imaginez la suite, c'est aussi un codec propriétaire. Sur le papier, il permet de réduire un tout petit peu la quantité nécessaire de données à envoyer, mais comme vous l'imaginez, eh bien aujourd'hui, toutes les télés et box ne l'ont pas nécessairement intégré, parce que ça fait pas toujours nécessairement sens d'intégrer une potentielle techno. Et malgré tout, selon le site officiel de la norme, 2/3 des télés vendues en Europe et une partie des téléphones Android seraient compatibles. Mais si on enlève les télés et les box, aujourd'hui ni VLC ni FFmpeg ne prennent en charge ce format, et vu qu'Apple par exemple ne paie pas la licence, eh bien on se retrouverait tout simplement sans aucune solution pour iOS et macOS. Malgré tout, le format a pour avantage de gérer ce qu'on appelle des objets, et typiquement l'antenne qui est placée sur la tour Eiffel, elle permet d'en avoir 3. Alors il y en a un pour la musique et les effets, un autre pour le français, et potentiellement un dernier pour une deuxième langue. Et l'avantage, ce serait donc de pouvoir optimiser la bande passante, bien sauf que d'autres codecs audio, ils savent aussi le faire, et potentiellement en open source. Bref, ce qui va se passer, c'est qu'on va être dans une solution transitoire obligatoirement au début avec l'ancien codec, mais potentiellement, toutes les premières télé 4K, elles auront l'image, mais pas le son, dans quelques années. Et ce problème, il sera d'autant plus grand qu'il ne faut pas se cacher que la télé, elle est essentiellement pour un public assez âgé, et je suis pas convaincu que leur expliquer que le Dolby machin truc va les obliger à racheter une télé ou alors une nouvelle box, ce soit très compréhensible pour eux. Voilà donc une info assez importante, et si toutefois vous achetez une télé, eh bien pensez bien à regarder cette compatibilité. En tout cas, c'est sur ce sujet à nouveau plein de facepalm qu'on va se quitter. Et si cet épisode de Dev Café vous a fait découvrir des choses, voire même vous a passionné, eh bien n'hésitez pas à mettre le pouce vers le haut. Pour ma part, je vous donne rendez-vous comme d'habitude, même heure et même endroit demain, mais quand même, on va pas se quitter sans le fameux dicton, car à la Saint-Anicée, le soleil réapparaît. On va donc croiser les doigts pour ça, et je vous souhaite à toutes et tous une belle journée, et allez, ensoleillez, on croise les doigts.